Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du Grand Décrassage. Aujourd'hui à l'honneur, le pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Autant en emporte le vent de Durandal. Mais avant tout, générique. Tout d'abord, qui est Durandal? Durandal est un youtubeur français. Il est connu sur YouTube au sein de deux chroniques différentes, les vlogs et les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Les vlogs sont une émission, en quelque sorte, qui se base sur les dernières sorties cinématographiques et où il apporte son jugement sur ces dernières sorties. Et enfin, les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Les pourquoi j'ai raison et vous avez tort sont des analyses critiques beaucoup plus poussées, dans le sens où est-ce qu'ils ne se basent pas sur l'actualité. Ils se basent sur des sorties qui ont eu lieu bien avant. Donc, il a énormément plus de temps pour raisonner. D'ailleurs, il met beaucoup de temps pour les faire. Enfin bref, passons à la suite. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort? Ça, c'est un titre qui respire la subjectivité. On en vient au pourquoi j'ai raison et vous avez tort qu'il a fait sur Autant en emporte le vent. En fait, celle-ci commence à partir d'une phrase qu'il a lâchée au cours d'une de ses vidéos, qui est celle qui suit. Quand quelqu'un me dit qu'Autant en emporte le vent est un pur chef-d'œuvre et un beau film d'amour, avez-vous vu Autant en emporte le vent? Moi, pour le coup, je l'ai vu il y a 6 mois, c'est un brûlot raciste, suidiste, dégueulasse, et l'histoire d'amour, niette. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de connasse d'esclavagiste qui est pas content d'avoir perdu ses esclaves. Oui. Et donc, comme je l'ai dit, après avoir reçu de nombreuses critiques sur ses propos, il a décidé de créer un pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent est un de mes films préférés. C'est un film que j'adore, vraiment. Et du coup, quand je me suis lancé au visionnage de ce pourquoi j'ai raison et vous avez tort, je savais déjà que je n'allais pas être d'accord avec Durandal. Mais j'ai quand même voulu le regarder et finalement les critiques étaient vachement injustes selon moi. Du coup, j'ai décidé de faire ce grand décrassage et en tout cas ce premier épisode sur ce pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Je devrais arrêter de dire pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Enfin bref. Commençons d'abord par les points positifs. D'abord, la forme. Les vidéos sont bien montées, bien faites et tout et tout. Certainement pas comme celle que vous êtes en train de visionner. En tout cas, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder ces vidéos. Ensuite, il donne souvent un avis personnel, mais au sein de sa critique, cet avis personnel, il le justifie. Ça reste pas des avis personnels qu'il va lancer comme étant la vérité. Non, il va chercher des exemples, il va chercher à argumenter pour dire pourquoi il a raison et pourquoi est-ce qu'on a tort. Même si, je vais apporter des contre-arguments, forcément. Ensuite, le langage. Le langage utilisé par Durandal est excellent. Autant il y a des mots qui sont utilisés qui sont assez compliqués, autant la vidéo a un certain rythme qui fait que si on ne comprend pas un mot ou deux, on peut très très bien comprendre le sens de sa critique. En revanche, comme j'ai dû m'arrêter au mot près en faisant cette critique pour pas faire d'erreur, il a fallu que je me penche sur ces mots. Et il s'est avéré que au sein de mon analyse de sa critique, je suis tombé 3 fois sur des mots dont je connaissais presque pas et que j'ai dû aller chercher dans un dictionnaire pour être sûr de moi. Donc c'est un bon point, mais c'est vrai que peut-être que les mots sont un peu trop poussés pour des personnes qui tombent dessus. Mais comme je l'ai dit, avec le rythme, ça passe comme une lettre à la poste tout simplement. Ensuite, les sketchs. Tout au long de son analyse, Durandal va ponctuer ses critiques de sketch, de notes d'humour. Et comme c'est de l'humour souvent basé sur des connaissances geeks, forcément, moi, ça me touche. En tout cas, ça permet justement de ponctuer le rythme même de son analyse et ça apporte une petite touche de fraîcheur à toute sa critique. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, bravo pour ça. Passons maintenant à ce qui me gêne le plus, le fond. Comme je l'ai dit, Autant en emporte le vent est un de mes films préférés. Et au sein de mon visionnage de 2 heures de ce pourquoi j'ai raison et vous avez tort, il s'est avéré que Durandal, pour justifier son avis, invoquait des raisons
avec lesquels j'étais pas forcément d'accord. Donc, on va les voir maintenant. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le film est raciste. C'est un argument qui est avancé par Durandal et on peut finalement en créer deux sous-arguments en fait. D'une part, on y retrouve le traitement des Noirs et d'autre part, il y a une apologie du Sud qui sortirait du film. Le traitement des Noirs. Afin de justifier que le film est raciste selon Durandal, il s'appuie souvent sur le fait que les Noirs sont traités tout au long du film comme étant des simplets, comme étant un peu idiots, et j'en passe. Et ce qui n'est pas faux. Par ailleurs, afin de justifier que le film est raciste, Durandal s'appuie souvent sur les propos des acteurs noirs qui jouaient au sein de ce film, qui le considéraient comme étant dégradant pour la communauté noire en général. Sans pour autant renier le caractère raciste de l'œuvre, il faut le remettre dans son contexte. On se trouve à l'époque où est-ce que l'esclavage des Noirs était monnaie courante. On se trouve dans le Sud et malheureusement, c'est ce qui se passait dans le Sud. Et c'est vrai que le film peint les Noirs d'une façon un peu simpliste. J'avoue que c'est un peu limite que l'un des esclaves s'appelle Porc. Mais il s'avère qu'il devait effectivement y avoir des esclaves qu'on appelait porcs, malheureusement. Et c'est comme ça que le Sud est peint. Après, effectivement, le film ne s'appuie pas sur les violences que peuvent subir les Noirs à cette époque-là. Mais c'est uniquement dû au fait que le film se concentre sur Scarlett, sur l'héroïne qui est du coup une blanche de l'aristocratie en quelque sorte de l'époque. Et du coup, le fait de s'appuyer sur le traitement des esclaves noirs de l'époque aurait desservi le récit. C'est pour ça qu'on a une sorte d'apologie du sud de l'Amérique à cette époque, de ces gens-là, de la façon dont ils sont décrits comme des héros, mais c'est uniquement dû parce que c'est la vision de Scarlett, c'est la vision qu'elle elle a, c'est la vision de cette partie-là, c'est-à-dire si jamais on devait demander à un blanc de l'époque sudiste de décrire comment c'était à l'époque, il vous le décrirait exactement comme ce qui est décrit dans ce film. Une personne qui regarde Autant n'emporte le vent n'en sort pas avec cette sensation que c'était mieux avant. Autrement dit, que le Sud c'était super et que ils avaient tout compris, ils étaient heureux, on les a fait chier et tout et tout. Enfin, si effectivement pour la partie on les a fait chier, oui, le film retranscrit à peu près ça. Mais il faut bien comprendre que quand je regarde Autant n'emporte le vent, je ne vois pas un film sur l'esclavage. Je vois plus un film sur l'épopée, si je puis l'appeler comme ça, d'une femme, de Scarlett, de l'héroïne. Et c'est là-dessus que je préfère me concentrer plutôt que sur le traitement de l'esclavage. Pour faire un parallèle avec la littérature, j'ai lu il y a maintenant à peu près une année Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Au sein de ce livre, il y a tout un chapitre du livre qui est basé à décrire les servants, les écuyers en quelque sorte, des Trois Mousquetaires. Mais ces écuyers, on va pas se mentir, c'était des esclaves de ces chevaliers-là. Et en lisant Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, quand je lis ce chapitre-là, j'ai été un peu mis mal à l'aise. Mais j'ai essayé de recontextualiser la chose. Quand je lis Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, je ne lis pas un livre qui traite de l'esclavage. Je lis un livre qui traite de D'Artagnan et de ses autres amis mousquetaires et de leurs aventures. Un exemple dans le film. À un moment donné, les hommes participent à une sorte de meeting politique. En visionnant la critique de Durandal, je me suis rendu compte que ce meeting politique, c'est le KKK. Enfin, quand je dis je me suis rendu compte, Durandal le dit, et du coup, parce qu'il l'a dit, forcément, en réfléchissant un peu, ça coule de sens. Donc effectivement, c'est le KKK. Et il est fait nulle part mention du KKK dans le film. Ça fait bizarre de dire KKK autant de fois. En tout cas, j'ai été un peu sur le cul. C'est vrai que, faut dire ce qui est, le KKK, c'est un peu un parti dégueulasse. Et pourtant, je considère que le film a l'intelligence justement de ne pas appuyer là-dessus. Parce que le film ne traite pas du KKK. Le film se concentre exclusivement sur ses personnages. C'est ça qu'on suit. Ce n'est pas
l'ambiance politique et tout ça. Malheureusement, leur position fait qu'ils sont liés à l'ambiance politique du moment. Mais le film essaye de ne surtout pas se concentrer là-dessus. Et je pense que c'est un des bons points du film, et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie autant ce film. Parce que justement, plutôt que de se rattacher justement à la société en elle-même, elle se rattache à ces individus. Et ces individus qui, même si d'après Durandal sont plats comme c'est pas possible, on y reviendra, ben pour moi sont passionnants, tout simplement. Est-ce que le film est raciste du coup? Oui, effectivement qu'il est raciste. On est à l'époque du Sud, les Noirs subissaient l'esclavage, ils étaient traités comme des biens, comme des objets, comme, je sais pas moi, ce calepin par exemple, voilà. Bon, c'était des objets particuliers qui représentaient une sorte de force de travail, mais il n'empêche qu'ils étaient considérés comme des outils, et bah ça c'est plutôt horrible. Mais le film n'est pas raciste dans le sens où il ne se concentre pas là-dessus. Alors effectivement, il y a des blagues qui sont assez limites, notamment la scène avec la poule que j'ai trouvé un peu... ouais, bon, il servait à rien en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, le film ne se base pas sur le racisme. Il n'est pas là pour dire les blancs sont les meilleurs et les noirs ne sont que des esclaves et ne peuvent rien faire d'autre. Et puis, il faut aussi remettre dans son contexte. On était à une époque où est-ce que le racisme contre les noirs battait son plein, mais genre vraiment beaucoup. Ben, quand tu prenais ton bus, les noirs étaient obligés d'aller à l'arrière et ils ne pouvaient pas aller à l'avant. Et s'il y avait un noir à l'avant, c'était la panique. Et on peut dire ce qu'on veut au film, mais le fait qu'il y ait l'un des actrices qui est une actrice noire qui a eu un Oscar, ben ça signifie beaucoup sur le fait que ce film soit raciste ou non. Parce que, ben, comme je l'ai dit, on vivait dans une société où, bah, valait mieux être blanc de peau. De plus, pour en terminer avec le racisme, dans ce film, il y a pas mal de scènes où les personnages sont traités d'équivalents. À un certain moment donné, même l'un des héros, plus ou moins, qui est le personnage de Red Butler, auquel on va revenir, dira même du personnage de Mamie qu'il est l'une des seules personnes dont elle estime la vie. Et je peux vous dire que venant de la part de Red Butler, ça signifie quelque chose. Enfin bref, passons immédiatement à la deuxième partie, les personnages. Par où commencer? Tout au long de sa critique, Durandal va critiquer les personnages, mais genre vraiment beaucoup, au point parfois de les diaboliser. Et bah à chaque fois, je trouvais que c'était totalement injuste. Les seules fois où est-ce que j'étais plus ou moins d'accord avec sa critique, c'était avec le personnage de Mamie. Et encore, commençons par l'héroïne principale, Scarlett. Durandal l'a décrit comme une sale peste. On va pas chercher midi à 14 heures. Et par exemple, l'un des points de vue qui le gêne, c'est qu'à chaque fois que on voit Scarlett pleurer, et ben c'est pour manipuler les autres. Par contre, quand Scarlett est sincère quand elle pleure, la scène est passée sous silence. Il la décrit encore comme une personne qui n'a pas de scrupules, elle n'hésite pas à voler quand même l'amant de sa sœur pour se marier avec, tout ça pour des raisons économiques. Et de plus, c'est un personnage qui n'évolue pas du point A de l'histoire jusqu'au point B final de l'histoire en fait. Au cours des 3 heures de visionnage, Durandal considère qu'elle n'évolue absolument pas. Pourtant, oui, le personnage de Scarlett évolue. Je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, des fois, elle commet des erreurs qu'elle va répéter. Mais en cela, elle est humaine. Qui n'a jamais fait une erreur qu'elle allait dire plus jamais ça et que la semaine prochaine, il refait la même erreur? Pourtant, elle va beaucoup évoluer. Je veux dire, au tout début, c'était une petite fille capricieuse, une petite fille à papa, qui après, en grandissant, va subir quelques événements assez traumatisants. Comme par exemple le fait qu'elle ait dû travailler à l'infirmerie militaire et qu'elle soit obligée d'assister, enfin,
pas obligée, mais elle a dû assister à des amputations, à des scènes qui sont quand même assez horribles. Elle a dû faire une couche elle-même, alors qu'elle ne savait strictement rien faire de ça, ce qui doit être quand même assez traumatisant. Euh, je trouve que c'est un point un peu minime par rapport au reste. Notamment que juste après, ben, il s'avère qu'elle tue carrément quelqu'un. Et pourtant, elle évolue. Mais c'est juste que le personnage doit se considérer comme étant forte. Et en tant que personnage forte, elle peut pas se laisser aller à ses émotions. Bon, j'avoue, il y a quelques scènes qui sont un peu gênantes. Par exemple, des fois, elle se parle à elle-même et c'est tellement bizarre comme scène qu'on a l'impression qu'elle brise le quatrième mur pour parler directement au spectateur. Mais bon, mis à part ces petits défauts-là, ben, je trouve que le personnage est plutôt bien traité. Et oui, parfois elle fait des choses pas top top. Par exemple, à un moment donné, elle fait travailler des prisonniers. Bon, après, c'est sûr que bon, bah, faire travailler des prisonniers ou faire travailler des noirs, je vois pas spécialement la différence pour moi. Surtout que ben ils sont maltraités dans les deux cas, même si bon, c'est passé sous silence dans ce film. Mais toutes ces scènes-là montrent en fait les capacités à s'adapter à la société dans laquelle elle se trouve. Elle a subi des choses, elle fait volte-face et elle décide tout simplement ben, de s'adapter plutôt que de baisser les bras et d'abandonner. Par ailleurs, il faut savoir qu'au cours du film, elle aura trois maris différentes. Et je dois avouer que des fois, les raisons pour lesquelles elle se marie sont un peu... euh, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et puis surtout, elle est prise dans un trio amoureux en plus, un peu spécial. Je vous en dis pas plus, mais justement, je pense que l'histoire, moi en tout cas, quand je ressors d'Autant n'emporte le vent, j'ai plus eu cette impression d'assister à cette histoire plutôt que à justement tout le reste, à l'apologie du Sud et tout ça. Puis il y a aussi les autres personnages qui sont super intéressants. Commençons par la mère O'Hara, la mère de Scarlett. Durandal la diabolise complètement, au point de la sataniser complètement. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il se base là-dessus, c'est tout simplement qu'il y a une scène où la mère O'Hara, la toute première scène où est-ce qu'elle arrive, euh, le gouverneur arrive et lui annonce la fausse couche de manière sec, brutale, en mode vas-y ta gueule, je t'annonce ça comme ça. Alors, quand on voit l'argumentation de Durandal, on a la sensation que bah, c'est une grosse connasse qui dit des choses dégueulasses juste pour blesser les autres. Alors qu'en visionnant le film, en tout cas moi c'est mon interprétation que bah j'ai pas du tout cette sensation. En fait, ce qu'il se passe, c'est que quand elle annonce la fausse couche, il y a un temps de latence justement du gouverneur qui est justement censé être le père. Un peu comme si ben, il n'était pas au courant que bah, la fille en question était enceinte. Ou plutôt qu'il essayait de cacher ce genre de truc. Donc on peut en venir à la situation où, ben, pour la mère O'Hara et pour la situation en général, ce qu'il s'est passé, en tout cas moi, c'est l'impression que j'ai en regardant ce film, c'est que le gouverneur en question a mis enceinte une fille, et il l'a complètement laissé tomber. Du coup, 9 mois après elle accouche, il s'avère que c'est une fausse couche. Le mari était pas là, enfin le mari, c'est pas vraiment son mari, mais disons le type en question, le père, il était pas là. Et ben, c'est plutôt, comment dire, bah, le mec il porte pas ses couilles quoi. Il fait pas son boulot de mec d'être là pour la fille en question. Et c'est pour moi ce que le film essaye de nous faire passer comme message. Après, je me trompe complètement, mais c'est vraiment ce message-là. En gros, le point de vue de la mère O'Hara, c'est cette scène, plutôt que de la montrer comme une connasse égoïste qui pense que pour elle, c'est pour montrer à quel point est-ce qu'elle est tournée vers la famille, vers l'amour et les enfants, justement. Et le fait que le père ne soit pas là, c'est cela qu'elle critique, le fait qu'il soit pas là, et c'est pour ça qu'elle l'annonce aussi sèchement. C'est-à-dire, ben, t'es qu'un moins que rien parce que t'as pas été là pour soutenir la fille que t'avais mis en cloque, en quelque sorte. Et du coup, forcément, moi, en voyant cette scène sous ce point de vue-là, j'arrive pas à la diaboliser parce que, ben, je me dis, c'est vrai que c'est pas cool du type d'avoir foutu enceinte une nana et de s'être barré juste après.
Ensuite, passons au personnage de Red Butler. Alors, j'ai ma théorie personnelle sur la relation entre Scarlett et Red Butler. Ce qui se passe, c'est notamment une scène en fait qui m'en a fait leur première rencontre, où ben, Red Butler dévisage Scarlett, et Scarlett dit à son ami qui l'accompagne à ce moment-là, qui est ce type, ce vieux qui nous regarde, j'ai l'impression qu'il me regarde comme s'il me voyait tout nu. Et je crois que c'est ça la scène, hein, si je dis pas de bêtises. Et ben, ce qu'il se passe, c'est que les deux amoureux, si je puis les appeler ça comme ça, les deux amants, on va les appeler tout simplement comme ça, font un chemin en sens inverse. Scarlett tombe sur Red Butler sans rien savoir de lui, et elle veut apprendre à le connaître vis-à-vis de certains ragots et tout ça et tout ça et tout ça. Et plus le film avance, plus elle apprendra à le connaître. Elle apprendra à savoir ses côtés justement, même si voilà plusieurs de ses points de vue, vous verrez en regardant le film. Et à l'inverse, le personnage de Red Butler, en la voyant la première fois, la dévisage et c'est exactement à qui il a affaire. Donc il la connaît déjà. Et au fil de l'histoire, ben, il va s'avérer qu'il va la connaître de moins en moins. Si bien qu'à la fin de l'histoire, bah, les rôles vont être inversés. Scarlett saura tout de Red Butler et voudra le garder parce qu'il l'aime éperdument, alors que Red Butler aura l'impression d'être devant une inconnue et voudra tout faire. Bah, il va se barrer d'ailleurs, justement pour cette raison. La relation entre Red Butler et Scarlett est intéressante dans le sens où, justement, c'est pas c'est une relation un peu fougueuse, c'est pas simplement une relation ordonnée, voilà, logique, d'où le fait que ben, pour Durandal, certaines scènes peuvent échapper à la construction de leur relation. Mais justement, c'est le fait que ça échappe au commun qui rend la relation intéressante. Je pourrais continuer à vous saouler sur les personnages pendant encore énormément de temps. C'est des personnages qui me fascinent, mais je ne vais pas le faire parce que sinon, ben, ma critique va durer beaucoup trop longtemps. Donc, passons à la suite. L'ambiance générale du film. Et ici, pour en parler, je dois parler forcément du fait qu'il y a eu trois réalisateurs qui se sont enchaînés. D'ailleurs, je vais reprendre les propos de Durandal à ce sujet quand il dit: chacun a voulu faire un film différent. Cukor voulait faire un film fort mais noble, tout en retenue. Fleming voulait faire un mélodrame bien vulgaire, où tout est le jeu du sort qui s'acharne sans autre explication, et comme il a tourné plus que les autres, c'est ce qu'il ressort du film. Et Sam Wood est un yes man qui a fait tout ce que David Selznick lui demandait. On a un ensemble bâtarde qui essaye à la fois d'être un film épique avec une conne et un film d'amour gnangnan au milieu très éloigné d'une histoire épique. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais ce qu'il veut dire, ben, c'est le mot bâtard en fait qui vient nous intéresser. Du coup, la critique ici, c'est tout simplement qu'il y a eu trois réalisateurs et pour Durandal, il s'en dégage une certaine anarchie justement vis-à-vis de la réalisation du film. Et pourtant, pour ma part, c'est l'un des points forts du film, dans le sens où c'est justement grâce à cette anarchie que on arrive à le ressentir, en fait, cette anarchie vis-à-vis de la réalisation qui ressort justement dans le film, qui le rend plus vrai. Il y a des moments qui sont très très bien filmés et d'autres moments qui sont filmés, excusez-moi de l'expression, à la zob. Et ben, ça justement, ça participe à donner cette impression que le film est plus réaliste, car il faut en venir au fait, dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des moments où est-ce que tout va bien, d'autres moments où est-ce que tout va mal, mais à aucun moment on va avoir une phase linéaire. Enfin, si, mais disons qu'on va pas avoir une phase linéaire pendant 3 4 ans. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et ce chaos vis-à-vis de la réalisation, appelons-le comme ça, bah, je trouve que ça donne au film un certain charme. En tout cas, après, c'est un avis personnel. Et Durandal affirme totalement l'inverse, ce que je peux comprendre tout à fait. Bref, venons au dernier argument, celui qui m'a forcé plus ou moins à faire ce premier grand décrassage. Il y a un parallèle qui est fait par Durandal. Durandal compare Autant en emporte le vent à Twilight.
Et ben ça, personnellement, moi, ça m'a beaucoup... Ça m'a bien fait chier. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je veux dire, autant on emporte le vent, Twilight, ça a rien à voir. Le parallèle était pour ma part plutôt déplacé. En fait, ce que Durandal essayait de dire, enfin, d'après moi, c'est tout simplement qu'il s'est fait chier devant ce film. Il s'est fait autant chier devant ce film qu'il ne s'est fait chier devant Twilight. Un des sous-arguments que je pourrais invoquer ici, c'est que le film est vu comme un classique. Et vu que c'est un classique, ben, on est forcément obligé de l'aimer. Et Durandal dit non, je n'ai pas aimé ce film, et du coup, ben, je ne l'ai pas aimé, même si c'est un classique. Le fait qu'il soit un classique, ben, ne veut pas dire que tu es obligé de l'aimer. Tu peux ne pas l'aimer, et pour autant comprendre le cinéma. Le fait que tu n'aimes pas un classique ne veut pas dire que tu ne comprends rien au cinéma. Et là-dessus, je suis obligé de le rejoindre, dans le sens que ben, moi je vais donner un autre classique du cinéma, c'est le film Brasil. Alors, le film Brasil, c'est un très bon film que je vous conseille, mais moi, il ne m'a absolument pas touché. Je suis resté de marbre. Alors, est-ce que c'est les effets spéciaux qui ont vieilli ou quoi que ce soit d'autre? Ou, ben, mais en tout cas, quand je le regarde, voilà quoi, et pourtant, c'est un classique. Enfin, Twilight, quand même. Twilight, sérieusement. Alors, ce qu'il se passe ici, c'est tout simplement que Durandal pose un grand avis subjectif. Il n'a pas aimé le film, donc il veut le faire savoir. Et le problème, c'est que sa critique est construite comme étant objective. Or, elle n'est pas objective, elle est très subjective. Dans le sens où, ben, il juge le film dans son ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu parles à tes amis, c'est normal que tu sois subjectif et que tu dises, bah, ce film est une merde, tu vois? Mais quand tu t'adresses de manière un peu plus objective, ben, tu essayes de dire les choses autrement. Par exemple, quand quelque chose ne t'a pas plu, tu vas pas dire ce truc est une merde. Tu vas dire plutôt ce qui est ton ressenti personnel au final, hein, mais ce qui est tout à fait ton droit aussi. Mais tu vas essayer d'argumenter les choses. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas plu? Et le problème, c'est que dans les pourquoi j'ai raison et vous avez tort, la critique est tournée de manière très personnelle, même si on s'attend à une certaine objectivité dans la construction même de la critique. Elle ne l'est pas du tout, d'ailleurs ça se ressent vis-à-vis de ces différentes analyses. Twilight, quoi. Je pourrais amener des arguments pour contrer l'idée que, bon bah, autant on emporte le vent, ce n'est pas Twilight, ça n'a rien à voir et tout ça et tout ça. Mais je vais tout simplement dire que c'est deux œuvres totalement différentes, donc ils n'ont absolument pas à être comparés. Autant on emporte le vent, pour moi, bah, c'est un bon film. Il a vieilli, attention, mais il n'en reste pas moins que c'est un très bon film que je conseillerais volontiers à mes amis, qui ont quand même le courage de mater les 3 heures de visionnage, hein, parce que c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez mastoc. Mais sinon, ben, c'est un bon film, c'est une bonne histoire en fait avant tout. Alors, je conçois que vis-à-vis de la réalisation et tout ça, ça a bien vieilli, que ça soit un peu bof, que ça rende un peu mal, que de nos jours, en voyant certaines scènes, on se dise ah ouais, mais là c'est vachement malsain. Ben, par exemple, la scène du meeting politique, comme je vous l'ai dit, moi je m'en étais pas rendu compte et avec le recul, c'est vrai que ça a l'air un peu malsain si on se dit ben ils ont fait ça uniquement pour cacher le fond de l'histoire. Mais sinon, ben c'est un film qui se regarde et personnellement, ben vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Et ce qui me gênerait en fait, c'est surtout que ben, les gens décident de suivre l'avis de Durandal et justement de ne pas voir le film parce que ben, Durandal a dit que c'était une merde. Ce que je trouverais ça dommage parce que vous passerez à côté peut-être de quelque chose. Après, peut-être que vous pensez exactement comme Durandal et vous n'aimerez absolument pas ce film. Mais je pense que Durandal me rejoindra sur ce point-là. Je veux dire, il faut que vous regardiez le film et que vous fassiez votre propre opinion du film. Il ne faut pas que vous vous laissiez dire, bon bah Durandal a dit que c'était de la merde, bon bah donc c'est de la merde. Il faut regarder un film pour avoir son propre avis. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.